C'est parti. Ok, donc il va falloir que je garde le cap et que je tienne le micro comme ça, c'est ça? C'est ça, pas la peine de me regarder. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Anne-Laure. Je suis très contente d'être là. C'est une petite table ronde aujourd'hui. Alors, je suis pas du tout animatrice de table ronde d'habitude. Moi, je suis la créatrice de la marque Boomker, une marque d'upcycling pour les enfants et pour les adultes. Et à côté de ça, je fais du visual merchandising pour les marques de luxe. En fait, je fais du consulting dans ce domaine-là. Et en fait, quand Ariel m'a parlé du festival des réparations et que j'ai vu les sujets et que j'ai vu le lieu surtout, donc le Palais de la Femme, je me suis dit, je suis obligée d'intervenir. Je suis une ancienne activiste féministe, toujours féministe, moins activiste, mais toujours, bien que toujours un petit peu dans mon domaine. Et en fait, je me suis dit, je veux proposer une table ronde sur le sujet parce que je crois qu'il y a des choses qui m'énervent en fait dans le côté réparation, dans le fait que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qu'il y a quelque chose qui est très assigné au genre aussi, je trouve, dans l'ordre de la réparation. Et j'ai eu envie d'inviter des copines, des créatrices, des gens qui en fait sont aussi, enfin avec qui je partage des valeurs et qui auront en fait des choses à dire, qui vont ouvrir en fait au-delà de la réparation, juste le fait de recoudre une chaussette ou savoir refaire un bouton. Et ben, qu'est-ce que c'est réparer en fait dans la mode, dans le textile, et surtout comment on diffuse et comment on rend sexy en fait, tout en politisant la réparation. C'est ça qui m'a intéressée aujourd'hui. Donc, je vais laisser les filles se présenter, les femmes se présenter et nous dire un peu ce qu'elles font. Et puis, peut-être que j'ai une question à vous poser à chacune pour aussi terminer votre introduction. Ça serait réparer, ça veut dire quoi pour vous? Bonjour, moi c'est Audrey. Du coup, j'ai travaillé 20 ans, même plus, 22 ans, dans le retail, dans la mode principalement, dans le lifestyle, le sportswear. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. On a travaillé ensemble dans les mêmes marques. Et voilà, j'ai fait 20 ans dans ce milieu-là, en étant aussi activiste à ma manière sur mon terrain, en essayant de bouger les leviers de pouvoir au bon endroit et de faire bouger les choses et bouger les lignes. Et depuis maintenant quelques années, j'ai aussi monté mon agence de communication et de conseil. Donc, je coach les marques et aussi les artistes, tout ce qui est entité représentée avec de l'image, pour justement passer les bons messages pour eux, pour développer une marque, etc. Mais aussi pour, pareil, essayer de mettre ma petite pierre à l'édifice et faire évoluer le monde. Donc, en tout cas, pour toi, ta question, enfin, comment tu peux... C'est quoi réparer pour toi? Ouais. Alors, pour moi, réparer, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi. C'est la technique japonaise qui consiste à réparer en fait de la poterie avec de l'or pour donner de la valeur. Pour moi, c'est ça réparer. C'est venir apporter un peu de vous dans quelque chose qui a été abîmé ou qui a été cassé, pour le rendre encore plus beau et lui donner encore plus de valeur. Voilà, donc c'est ça pour moi la réparation, et c'est beaucoup plus vaste. Ça touche le textile, ça touche notre vie de tous les jours, ça touche nos vies d'êtres humains et notre contribution au reste du monde. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Lana et j'ai une brocante en ligne. Donc je vends des objets que je chine, des objets de déco, des jouets, des vêtements. Et en fait, la réparation dans mon métier, elle est très présente, puisque quand on chine des vêtements, souvent il faut voir leur potentiel. Il m'arrive souvent de chiner des choses sur lesquelles il faut faire un peu de réparation. En ce qui concerne les vêtements, bah, ça va être recoudre un trou, changer un bouton. Et avant, je le faisais pas, mais au fur et à mesure du temps, je prends des pièces que je trouve qui ont du potentiel. Il va y avoir, enfin, il peut y avoir une tache, un trou, et je me dis bon, bah ça, si je peux pas réparer, je vais essayer de faire quelque chose de nouveau avec cette pièce. Donc quand c'est des vêtements, maintenant ce que je fais, c'est que je fais, si vraiment les taches sont, enfin, on peut vraiment pas les enlever, bah je fais de la broderie dessus, je rajoute des perles, je fais du tie and dye, je fais de la teinture. Et du coup, pour moi, c'est la continuité en fait de mon travail de réutiliser en fait de seconde main. Je me dis bon bah on n'abandonne pas, parce que on peut mettre plein de vêtements au bac, dans les bacs à vêtements qu'on voit, la Croix-Rouge, etc. Mais du coup, on a quand même pas énormément d'infos sur ce que ces choses deviennent. On ne sait pas vraiment, ou alors on se dit que c'est des vêtements qui font 3 fois le tour de la terre pour être vendus je sais pas où. Et donc je me dis bon bah voilà, je fais une dernière chose, c'est que j'essaye vraiment de redonner encore une nouvelle vie. Et quand c'est des objets, bah j'essaye aussi de réparer au maximum
en fait, ce que je peux. Donc c'est ça, la réparation dans le cadre de mon boulot surtout. Merci. Merci. Alors moi c'est Stéphanie, je tiens une friperie, une friperie grande taille, donc dès la taille 44, avec des vêtements de seconde main, avec de la mode actuelle. Et comme toi en fait, j'aime apporter ma petite pierre à l'édifice, parce que j'ai eu plusieurs vies dans une vie où j'ai vraiment fait en sorte de montrer que les corps différents, les corps gros avaient tout à fait leur place d'exister et d'être là au même titre que tout le monde. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai été militante dans différentes assos pour faire bouger les choses. J'ai été performeuse burlesque aussi. Le fait de montrer que on peut être sur scène, on est grosse, alors que logiquement les grosses ça rentre pas en boîte de nuit. Enfin voilà, ça prend tout son sens. Et de me dire si moi je le fais, d'autres vont le faire derrière. Et pareil pour les vêtements. Et pour le côté réparation, alors moi effectivement je coupe pas, je fais pas d'upcycling, tout ça, mais je le vois plus dans le sens où ce que je peux échanger avec les personnes qui viennent quand elles vont regarder les vêtements, discuter avec eux, elles vont peut-être me parler un peu de leur vie, de comment elles se sentent, de pouvoir les aider là-dessus, à se réconcilier avec leur corps, avec les vêtements, à juste leur donner le petit smile quand elles vont partir. De quelqu'un qui vient habillé tout en noir, voilà, s'il repart avec un petit haut de couleur, je vais être ravie parce que ça peut changer la donne et ça peut faire évoluer les choses. Et surtout faire de la visibilité. C'est super important pour moi, voilà, que la personne grosse soit juste visible, au même titre que tout le monde. Et pour moi, c'est ma façon d'aider à la réparation. Ok, Voilà. merci. Alors du coup, il y a quelque chose qui m'interpelle là, dans tout ce que vous avez dit, c'est que j'ai l'impression, mais vous me dites peut-être que je me trompe, que votre vécu intime, en fait, il est aussi en lien avec ce que vous faites aujourd'hui dans le textile ou dans la réparation, la mode, le vintage, etc. Stéphanie, tu viens de nous dire que tu as dansé, tu danses peut-être encore Ouais, non, je danse tu danses plus. plus. J'ai dansé, j'ai été modèle grande taille aussi pour photographe pendant 20 ans. J'ai joué dans des clips, j'ai fait des documentaires sur Arte, France 5, tout ça. Donc je me suis rendue visible en fait à une époque où il y avait rien. Et d'autres ont pris le relais. Il y a les choses se démocratisent quand même un petit peu, donc c'est super. Mais oui, forcément, je me sers de mon vécu pour faire avancer les choses. Donc c'est toujours, ouais, c'est vraiment quelque chose de perso. Et, euh, et pour moi, c'est un peu mon âme en fait que je transmets aussi dans ce que je propose en termes de vêtements, en termes d'accessibilité. Et je mets beaucoup de moi. Ok, j'ai l'impression que c'est souvent en fait de mettre de soi et à l'intérieur des créations, que ce soit de la broderie, des choses comme ça. Alors pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à préparer cette conférence et que j'ai donné le thème que je voulais porter, en fait il y a des personnes qui m'ont dit ah non 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 mais il faut surtout pas genrer les choses, on veut que les hommes aussi soient inclus dans ce combat, c'est pas forcément une action féministe le fait de réparer. Et en fait, j'ai réfléchi à la question, parce que c'est vrai que ça m'a interpellée. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai pas du tout envie de genrer les choses. Et on m'a dit une phrase très rigolote, il y a aussi des réparateurs de vélos, et c'est souvent des hommes. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, mais c'est vrai, après tout, c'est plutôt des hommes qui réparent les vélos. J'ai essayé de réfléchir à l'idée et je me suis dit, en fait, oui, mais c'est performatif. En fait, le vélo, c'est le sport et finalement, là où on voit des hommes dans la réparation, c'est souvent lié au performatif. Alors que quand ça touche au textile, réparer une chaussette trouée, changer un bouton, des petites choses comme ça du quotidien, le quotidien, il me semble, touche à la famille et touche au sien, au corps aussi. Et donc, il y a quelque chose de plus intime. Et j'ai l'impression que ce sujet, il est plus porté finalement par les femmes. C'est en tout cas mon ressenti. Je voulais savoir si vous partagez ce ressenti. Peut-être Audrey, tu peux peut-être rebondir sur ça. Oui, alors c'est vrai que les hommes réparent, mais ils réparent pas les mêmes choses et ils réparent pas au même niveau, à mon sens. Effectivement, j'avais pas pensé à la performance. C'est vrai que on répare des voitures, des avions, des choses comme ça. Je trouve que dans la réparation des femmes, il y a aussi le fait de soigner l'injustice, parce que dans notre condition, il y a beaucoup d'injustices de départ à notre naissance. Une affectation qu'on accepte ou pas, mais en vrai, dans le fait de réparer les autres, autrui, déjà on est tellement programmé à prendre soin des gens autour de nous. Ça, depuis qu'on est né, on est avec ça, avec les femmes à la cuisine, les femmes au ménage, les femmes qui gèrent les bébés.
et on voyait pas trop d'hommes. J'avoue que ça se déconstruit un peu et que ça évolue, pas encore assez vite à mon goût, mais je trouve qu'il y a quand même un effort qui est fait. Mais nous, on a une injustice du quotidien, l'injustice de sortir du métro et de se dire il est 22h03, est-ce que ça commence à être dur pour moi pour rentrer là? Donc ça, c'est une injustice que beaucoup d'hommes ne peuvent pas comprendre parce que vous n'êtes pas pris dans cette vie qui vous menace en permanence. Je dis pas que vous n'avez pas des pressions, vous en avez aussi et qui sont pas toujours très agréables. Mais nous, on a cette injustice de se dire par notre condition, on a quelque chose qui est difficile d'entrée de jeu et qui est très compliqué. Du coup, réparer, pour moi, en tout cas, moi, je ne le fais pas sur du textile à proprement parler, mais j'essaye de réparer les injustices du quotidien, comme intégrer des grandes tailles dans des marques qui font pas des grandes tailles pour que toutes les femmes puissent s'être habillées, comme militer pour des campagnes pour que, justement, les campagnes que vous voyez maintenant, ou quand il y a de la retouche sur des corps de femmes, on est obligé de le signifier. Moi, j'ai fait partie de tous ces mouvements-là parce que ça me semblait juste. Et moi, je parle d'équité. Voilà, pas d'équilibre forcément, d'équité et qu'on soit tous au même niveau. Donc, c'est l'injustice pour moi, en tout cas. Alors, moi, je sais à quoi tu fais référence parce qu'on a travaillé ensemble pour un grand groupe. On va peut-être pas le citer, mais c'est un grand groupe textile qui produit pas d'une manière forcément très consciente. Mais à l'intérieur de ce groupe-là, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que parfois on dépeint fortement la fast fashion ou les marques, voilà, qui produisent d'une manière assez douteuse. Mais sauf que à l'intérieur, il y a parfois des talents ou des gens qui se battent en interne pour des causes qui leur sont vraiment chères. Et aux yeux du public, il y a des choses qui peuvent apparaître comme du greenwashing ou du femwashing ou du pinkwashing, mais à l'intérieur de ces sociétés, il y a des gens qui sont vraiment profondément, sincèrement convaincus en fait par ces sujets et qui vont les porter. Audrey, c'est ce que tu as fait toi avec une marque qu'on ne citera pas, mais est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait en fait pour cette marque-là? Comment on fait pour se battre en fait de l'intérieur sur des systèmes comme ça qui sont absolument pas inclusifs, absolument pas écologiques et voilà. Tout le contraire de ce qu'on essaye de défendre aujourd'hui. La difficulté, effectivement, c'est qu'on est face à un rouleau compresseur. On est dans une contrainte de nous aussi, on a des factures à payer, il faut qu'on gagne un salaire. Mais moi, je fais en sous-marin et effectivement, c'était une marque de lingerie. Et en fait, le fait que ma personnalité plaise humainement à la créatrice de la marque, qui un jour m'a demandé mon avis sur des produits, en me disant mais vous, alors du coup, vous allez porter quoi l'été prochain? Et je lui dis bah moi je sais pas quoi vous dire parce que je vais rien porter. Et là elle m'a dit comment ça, vous qui êtes tellement dans l'ADN de la marque, vous nous défendez tous les jours en images, vous nous représentez, comment ça vous portez pas nos produits? J'ai dit mais parce que je ne rentre pas dedans. Et alors là il y a eu un silence dans la salle de style. Elle m'a dit comment ça vous rentrez pas dedans? J'ai dit vous ne faites pas mon bonnet. Et en fait, ça a été aussi simple que ça. De femme à femme, elle a eu un déclic. Elle a dit, c'est pas juste que vous, qui portez nos valeurs à l'extérieur, ne puissiez pas nous porter. Donc, dès le lendemain, je suis partie en cabine à tester un nouveau produit, un nouveau bonnet sur moi. Et ce bonnet a été créé sur moi. Du coup, aujourd'hui, il est vendu depuis 10 ans maintenant. Et mon militantisme, ça a été de dire, d'oser dire à mon boss, je suis désolée, mais je pourrais pas porter vos produits. Ce qui, dans certaines boîtes, mérite de se faire virer. Hein. Mais j'ai été honnête et j'ai dit, voilà, mon problème de femme, c'est que je ne peux pas vous porter, c'est pas que je ne veux pas. Et voilà, donc ça a été d'exister, de m'être prêtée à des essayages sur mon temps de travail, etc., pour changer les choses à ce niveau-là. Trop bien. Merci. Anaïs, peut-être tu veux nous parler aussi, toi, est-ce que tu as un rapport entre ton intimité et ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ça répare l'intime aussi, de réparer, de faire du vintage, de chiner? Oui, un petit peu. Moi, je suis comme vous deux. Hein. Je pense qu'on peut dire qu'on est grosses et c'est pas une insulte. Dans ce que je chine, je fais aussi beaucoup d'efforts pour trouver de la grande taille, enfin des tailles au-dessus du 44 dans les vêtements, parce que je chine beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de vêtements. Et donc déjà, c'est militant en fait, et c'est très dur. Je pense que Stéphanie, elle le sait, parce que en fait, comme de base, les marques ne veulent pas habiller les grosses, c'est difficile en seconde main de trouver des jolies choses. Alors on peut trouver, Stéphanie elle le sait, on peut trouver des tabliers en grande taille, on peut trouver parfois de la mode, vous savez, des pièces des années 50 cousues main, parce que c'était fait sur mesure en grande taille, mais ça va être des pièces parfois difficiles à vendre parce qu'il faut vraiment que ça corresponde à la morphologie d'une personne qui était faite exactement de la même façon dont la robe est cousue. Donc c'est déjà quelque chose de difficile. Et après, moi aussi je me bats pour que tout ça soit plus visible. Par exemple, je vends des vêtements vintage sur un marketplace. Et en fait, après un pop-up, j'ai demandé à ce marketplace qui est une marque
Est-ce que je peux travailler avec vous? Elles m'ont dit: «Oui, mais il faut que tu vendes, du coup, des pièces, sur notre site» et elles m'ont envoyé un livret, avec en gros toutes les recos. Bon, bah, voilà, nos recos, ça va être tel imprimé, telle pièce, telle tendance et en fait, c'était très choquant, sur leurs recos, il y avait écrit genre, pas de pièces au-delà du 44. Mais vraiment d'une façon genre: «C'est interdit, c'est impossible, on n'a pas le droit» et moi je leur ai dit: «Bah, je suis désolée, mais du coup, je vais pas travailler avec vous» parce qu'à l'époque, je faisais du 48 et je leur ai dit: «Si moi, je peux pas trouver des choses sur votre site et que je peux pas en proposer parce que des fois j'en ai, parce que je fais le maximum pour en avoir et c'est là où on essaie de voir le potentiel d'une pièce et c'est difficile en vintage parce que tout est en polyester, où il y a pas les tailles, où c'est mal fichu, enfin bref et du coup, bah, elles ont flippé, je pense qu'elles ont eu peur du bad buzz et elles m'ont dit: «Bah, attends, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on les vend pas» et je leur ai dit: «Mais vous les vendez pas parce que vous en avez pas et aussi parce que vous communiquez pas dessus» et en gros, elles m'ont dit: «Oui, mais nous, en fait, notre image de marque, c'est la parisienne qui fait du 36-38, c'est blablabla, Inès de la Fressange, blablabla, un trench», enfin bref, vous m'avez compris et c'est une vision, enfin, c'est une vision qui n'existe pas de la parisienne parce que la parisienne, elle est multiple, en fait. La parisienne, c'est pas que Inès de la Fressange. Enfin, c'est même une vision de la parisienne très romancée, je pense, très Emily in Paris, Mmh. parce que tout le monde n'est pas une bourgeoise en trench Burberry. La parisienne, c'est aussi la meuf de banlieue. Enfin, c'est plein de types différents. Et en fait, elles ont eu très peur et elles ont craqué. Moi, je leur ai dit, si vous n'ajoutez pas le 46 et le 48 sur votre site, je travaille pas avec vous. Et c'est ce qu'elles ont fini par faire. Et donc c'est pas grand-chose, mais j'étais déjà contente de m'être battue pour ça. Et un autre aspect aussi de mon travail qui est aussi, je pense, de la réparation, c'est que je fais beaucoup de pop-up, je suis beaucoup en boutique et en fait, que ce soit des nanas qui font du 38, du 46 ou du 54, les gens, n'ont pas confiance enfin les femmes n'ont pas confiance en elles et en fait, j'entends souvent des réflexions du genre: «Je vais pas rentrer là-dedans. Ah bah, c'est pas possible, j'ai des gros bras. Ah bah non, le décolleté, ah bah moi avec mes seins, je pourrais pas mettre ça, ça fait vulgaire» et en fait, j'essaye de leur redonner confiance en elles, c'est pas facile, ça relève, pas forcément de mes compétences, hein. J'ai pas de master en psychologie, mais j'essaye, de leur dire: «Bah non, en fait, c'est au regard des gens de changer. Il faut qu'on change ce regard». Par exemple, c'est pas parce qu'on a une grosse poitrine, qu'on est vulgaire parce que enfin, dans tous les cas, moi j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, hein, j'avais du mal à comprendre. Je me disais: «Mais moi, enfin, que j'ai un décolleté ou un col roulé, je vais me faire mater», à 14 ans, c'était très perturbant. Et donc j'essaye de leur dire: «Bah non, vous êtes pas vulgaire en fait et vous êtes pas vulgaire et vous allez on s'en fout et enfin il faut mettre des shorts, il faut mettre des débardeurs, il faut» et c'est très difficile, les gens, ont vraiment beaucoup, beaucoup de barrières et l'autre, pendant de ça, c'est qu'il y a des femmes très minces qui me disent devant moi, «Ah non mais de toute façon je suis trop grosse». Là, bon, il y a un peu des limites, je pense, dans le discours. Des fois, j'essaye de transmettre quand même quelque chose de positif et puis, bah, quand on peut plus rien dire, on s'arrête. Mais en tout cas, redonner confiance et essayer de détruire un peu ces barrières, c'est ce que j'essaye de faire aussi quand je suis en pop-up. OK. Trop bien. Moi, je voulais juste te dire que, par exemple, ton travail à toi, eh ben, il me répare d'une certaine manière, mais pour deux choses. D'une part, parce que effectivement, je fais partie de ces gens qui peuvent pas trouver de bas en friperie, par exemple. Chez toi, j'en trouve. Je trouve des robes, des choses comme ça. Que je trouverai aussi certainement dans ta collection. Ça m'amène à une question qui est pour moi essentielle. C'est que une des choses qui m'énerve en fait dans la réparation, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, le temps, c'est de l'argent. Et je ne suis pas sûre, en fait, que le fait de réparer, de prendre tout ce temps, on ait une contribution en fait financière derrière. Et pour moi, le féminisme, c'est avant tout l'indépendance économique et financière des femmes ou des minorités de genre. Est-ce que vous avez l'impression d'être payée à votre juste valeur avec vos métiers et ce que vous faites dans votre quotidien? Stéphanie, si tu peux prendre la parole. Alors non, pas du tout. Ok. Je pourrais pas dire autre chose. Surprise. Surprise. Mais après, ouais, enfin dans ce que je fais dans mon métier, une autre partie que j'aime, c'est vraiment le côté social, le fait de voir la petite étincelle dans les yeux des gens. Je gagne rien financièrement, mais humainement, je gagne juste énormément. Après, bon, financièrement, c'est autre chose, c'est encore un autre travail. J'ai pas encore toutes les données pour arriver à me sortir un super salaire ou voilà.
Dans mon projet également, mon projet de boutique sur Paris avec l'UAMEP, je veux mettre en asso, donc je serai directrice bénévole de mon asso. Donc je pense pas au côté financier, je devrais, mais c'est pas ce qui m'anime pour l'instant, même si effectivement j'aurais besoin d'une indépendance financière. Donc c'est vraiment compliqué à tout cumuler, tout mélanger, ça reste toujours compliqué pour se sortir un salaire et voilà. Mais comment on explique en fait que parce que enfin je sais pas vous peut-être les personnes qui sont là, mais moi je connais pas d'homme qui est enfin voilà, je suis désolée de genrer les choses, mais je ne connais pas d'homme qui soit prêt en fait à pour avoir les yeux qui pétillent, voir les yeux qui pétillent chez quelqu'un, ou pour en tout cas faire du care. Tu pourras peut-être prendre la parole. Je vois pas beaucoup de personnes en fait qui se disent ah bah oui bah moi je suis ok de pas bien gagner ma vie ou moins gagner parce que socialement ce que je fais c'est super important. Moi je le fais tout le temps aussi dans ma marque. Je gagne rien en fait avec mes pièces en upcycling, c'est pourtant là-dedans que je mets plus de cœur. Je sais que, enfin voilà, on est quand même beaucoup, enfin très nombreux et nombreuses à voir ça. J'arrive pas à comprendre comment on fait en fait pour pouvoir sortir de ça. Est-ce que vous avez des pistes? Comment on fait pour que peut-être rendre plus sexy, partager? Pourquoi est-ce que la charge du care en fait, elle nous revient comme ça? Est-ce que vous avez une réponse? Moi, je dirais, enfin, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle parce que je pense que on serait entre activisme et voyage de rêve, ce qui est le cas de personne. Hein, je crois que dans les stories de tout le monde. Je pense que nous, c'est peut-être aussi de notre condition de femme aussi, mais on a eu l'habitude de ne pas avoir salaire à hauteur de nos efforts. On est encore aujourd'hui moins payé que les hommes pour un travail égal. Donc, on est un peu habitué à ça et je pense qu'on n'est pas résigné puisqu'on essaye de changer les choses. Mais c'est vrai que dans notre fonctionnement et dans ce qui nous équilibre, voir les gens autour de nous, voir nos proches, et voir même des inconnus se réjouir, aller bien, les voir se réparer grâce à nous dans leur chemin. Je pense que c'est une forme de récompense qui aujourd'hui compense le financier, même si on a toutes des factures à payer, on a toutes des réalités. Et moi, la première, je commence par moment à dire non à aider des gens, alors que c'est mon souhait ultime dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible. Mais il y a des moments où il faut arbitrer, il faut choisir soi, parce que si on prend pas soin de soi et des siens en cercle réduit comme une famille, comment peut-on continuer à aider les autres si tout s'écroule en soi? Donc c'est très très difficile et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas et effectivement quand on voit des startups fonctionner, on voit plus de startups masculines upgrader d'un coup, prendre des millions d'euros d'investissement, etc. Parce qu'il y a du profit à plus grande échelle, sans condition. Et les femmes, j'en ai vu très peu accepter des business angels en cédant sur leur éthique et leur façon d'être et de faire. Donc il y a aujourd'hui un problème de où on pose nos limites et nos règles. Et effectivement, nous les femmes, je pense que c'est la seule chose qui nous a fait tenir pendant des siècles et des siècles et qui nous a rassemblés les unes entre les autres, c'est de ce qu'on appelle aujourd'hui la sororité dans un bien grand mot. Mais en fait, avant, c'était aider son prochain. Et nous, c'était notre fonds de commerce entre guillemets. C'est ce qui nous nourrissait tous les jours, puisque on n'avait pas une réussite sociale au niveau des hommes, on n'avait pas l'argent au niveau des hommes, on n'avait pas de succès au niveau des hommes. Donc, nos succès étaient plus intimes, plus secrets, plus humains. Et je pense qu'on a encore de ça et qu'aujourd'hui, même c'est assez mal vu quand on est une femme et d'être dans un capitalisme très assumé. Les autres femmes ont du mal à comprendre ça parce que c'est aujourd'hui très dur, effectivement, de gagner beaucoup d'argent en ayant l'éthique qui caractérise notre genre de base. Après, il y a des femmes aussi qui font des choses pas très recommandables. Hein. Il y a le mal et le bien de tous les côtés, mais c'est vrai que nous, on est plus programmés à ça parce qu'on s'est contenté d'exister et d'avoir du succès dans ça pendant des années. Voilà. Génial. J'avais une question aussi sur peut-être et comment on peut faire pour transmettre. J'ai l'impression que les jeunes générations sont plus susceptibles en fait de pouvoir s'emparer des sujets. J'ai l'impression que c'est plus fluide sur les plus jeunes générations. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous aussi vous le voyez dans votre quotidien? J'ai l'impression que la Gen Z elle est carrément plus OP en fait à ça, à se dire qu'elle va réparer, elle va recycler, elle va retoucher. Ouais, j'ai l'impression, moi je vais juste prendre un exemple qui est mon fils de 6 ans qui est juste tout petit. Il berce dans ce que moi je peux lui présenter comme valeur. Entre lui à son âge et moi à mon âge, il y a vraiment une telle différence
et je suis sûre que lui sera préparé pour plus tard pour avoir les bons réflexes. Je sais par exemple que dans l'école de mon fils, donc la maternelle, depuis 3 ans, je mets en place des brocantes à tout petit prix pour collecter tout ce que les gens ont trop chez eux pour que ça puisse resservir à tout petit prix. Tout le monde en profite. C'est un système qui pour moi me parle énormément parce que je suis dedans depuis un moment, même toute petite. J'allais chiner avec mes parents et quand je vois les tout petits me dire tu reviens quand, tu fais quand la brocante, quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver des vêtements ou des livres ou des choses comme ça, c'est juste ça me voilà dès l'instant où on me dit pas je vais me passer une commande de 100 balles chez fast fashion et compagnie ou voilà, enfin moi je pense que j'ai tout gagné et j'espère que mon fils continuera à porter les valeurs que je lui enseigne et je pense qu'il y a tout à faire parce que à l'heure d'aujourd'hui on est quand même vachement entouré, on sait beaucoup plus de choses qu'avant, on se pose plus de questions. On voit ce qui se passe par rapport au climat, par rapport à la condition des femmes, par rapport à tellement de choses. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, et qui pourront changer la donne. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, sensibiliser sur la seconde main, par exemple. J'aimerais le faire, j'ai pas eu l'opportunité. Je sais qu'il y a d'autres interventions qui sont dans les écoles, qui sont des fois difficiles à financer, notamment sur le harcèlement scolaire, etc. Il y a déjà des choses qui se font. Mais encore une fois, enfin voilà, il y a souvent beaucoup de projets, peu de financement derrière, peu d'aide des politiques ou de la mairie ou autres, mais moi j'aimerais pouvoir, oui, sensibiliser à mon petit niveau avec les connaissances que j'ai, d'expliquer aux enfants comment je fais pour chiner, pourquoi c'est mieux de prendre de la seconde main. C'est quelque chose que j'aimerais faire, ouais. Pour conclure, alors moi du coup, enfin tu l'as très bien résumé, moi je ne suis pas réparatrice du textile en tant que telle et ma contribution de réparation elle est à un autre niveau. Mais je pense, comme tu l'as très bien dit, qu'aujourd'hui tous les créateurs créatrices qui sont dans la réparation, quelle qu'elle soit, il y a forcément un trauma derrière, il y a forcément une douleur qui est une douleur à soi ou une douleur partagée, un héritage familial, sociétal, autre. Et je pense qu'on a tous besoin de se réparer et je pense que on a en plus cet élan d'aller vers ça parce qu'on sent que notre planète en a besoin, on sent que les humains en ont besoin. On sent que ça, il y a tout un courant où tout part vraiment dans tous les sens. Il y a de plus en plus de guerres, de violences, de choses horribles. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir aussi. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Et dans les créateurs et dans les réparateurs, pour moi, c'est des éveillés. C'est des gens qui ont pris conscience que, tu disais, à notre humble mesure, on peut pas changer le monde. Moi, j'y crois. En fait, je crois à l'effet papillon et que chacun d'entre nous, dans la personne qu'on est, un petit geste va prendre et va faire une vague et va déclencher quelque chose.